Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Des tirs d'artillerie israéliens ont visé la localité de Yaroun, dans le Kaza de Bint Jbeil, endommageant 2 habitations. Kfar Shuba a été aussi ciblé. À l'aube, des tirs israéliens se sont également infiltrés à Kfar Kila et à Daïsé, où plusieurs bâtiments ont été piégés puis détruits. Par ailleurs, des drones israéliens ont largué 2 engins explosifs sur des engins de chantier à Haït al-Sha'ab. De son côté, l'armée libanaise a annoncé avoir neutralisé un ballon thermique israélien découvert près de Majd al-Marwa dans le sud du pays. Une patrouille conjointe de l'armée et de la FINUL était entrée dans la vallée de Wad el-Hajjer, considérée comme une voie stratégique entre les Kazas de Marj Ayoun, Bent Jbeil et Nabatiyeh. En Syrie, l'armée prend le contrôle de la base d'Al-Tanaf après le retrait des forces américaines. En parallèle, le départ des forces kurdes du camp d'Al-Hol et leur remplacement par des forces de Damas soulèvent de vives inquiétudes. La majorité des familles des djihadistes étrangers ont quitté ce camp emblématique de l'après-État islamique dans des conditions encore floues. Le camp d'Al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, est presque vidé de sa section réservée aux familles de djihadistes étrangers. Selon des sources humanitaires, la quasi-totalité des femmes et des enfants étrangers ont quitté l'annexe du camp sous haute sécurité depuis le retrait des forces démocratiques syriennes le 20 janvier dernier. Elles ont été remplacées par les forces de sécurité syriennes. Il ne reste plus qu'une vingtaine de familles, affirme une source humanitaire sous couvert d'anonymat. Une autre confirme que la section des étrangers est désormais quasiment vide. Des témoins disent avoir vu des hommes armés évacuer des femmes entièrement voilées à bord de véhicules peu après la prise de contrôle du site par les forces gouvernementales. Sur plusieurs sources, une partie de ces familles aurait été transférée vers le camp principal, moins surveillé, tandis que d'autres auraient quitté la zone de manière clandestine, notamment vers la province d'Idlib, ancien bastion de djihadistes étrangers. Les autorités syriennes assurent procéder à un recensement des habitants restants. Elles rejettent toutefois la responsabilité d'éventuelle évasion sur les forces kurdes, accusées de s'être retirées sans coordination formelle. Le sort de ces familles, longtemps considéré comme un défi sécuritaire et humanitaire majeur, reste désormais incertain dans un pays encore profondément marqué par plus d'une décennie de guerre. 5 Arabes israéliens ont été tués par balle en moins de 24 heures dans plusieurs localités du pays. Dans ce contexte d'explosion de la criminalité dans la communauté arabe d'Israël, les chauffeurs arabes de bus dénoncent une montée des violences racistes à leur encontre dans un climat de tension exacerbé par la guerre et les divisions internes. À Jérusalem et dans d'autres villes du pays, agressions verbales et physiques se multiplient, tandis que les conducteurs accusent les autorités de fermer les yeux. Un service de bus qui vire au drame. Début janvier, à Jérusalem, Fakhri Khatib, chauffeur palestinien de Jérusalem-Est, se retrouve encerclé par une foule de manifestants juifs ultra-orthodoxes. Insultes, crachats, il est hué car il est arabe. Craignant pour sa vie, il appelle la police. En vain, il redémarre pour échapper à la foule, sans savoir qu'un adolescent de 14 ans s'est agrippé sous son bus. Le jeune Youssef Ezantal est tué. Le chauffeur est arrêté, l'affaire choque le pays. Un drame extrême mais révélateur d'un phénomène plus large. Depuis plusieurs années et plus encore depuis la guerre à Gaza en 2023, les chauffeurs arabes de bus dénoncent une explosion des agressions racistes. Selon des sources syndicales, les violences ont augmenté de 30% en 2025. À Jérusalem, une centaine de chauffeurs ont été blessés. Les insultes, elles, sont quotidiennes. Face à l'inaction perçue des autorités, des militants israélo-palestiniens ont lancé des opérations de présence protectrice dans certains bus, notamment autour des stades de football, pour un show des agressions. La ministre des Transports reconnaît que la ligne rouge a été franchie. Une unité de sécurité pilote a été déployée début février dans plusieurs villes. Mais pour beaucoup de chauffeurs, ces mesures arrivent tard. Ils dénoncent un climat d'impunité, peu d'arrestations et des dossiers classés sans suite.
Juifs et Arabes confondus, certains conducteurs appellent désormais à l'unité. Si nous nous divisons, la violence gagnera, avertit l'un d'eux. Dans les bus israéliens, la tension reste vive, reflet d'une société profondément fracturée. Au lendemain de la tuerie qui a coûté la vie à 8 personnes, dont plusieurs enfants, dans une petite ville de l'ouest du Canada, l'enquête se concentre désormais sur le profil de l'assaillante, une jeune femme de 18 ans originaire de Tumbler Ridge. Sous le choc, cette communauté isolée tente de faire face à l'un des drames les plus meurtriers de son histoire. À Tumbler Bridge, les bougies illuminent la nuit glaciale. Plusieurs centaines d'habitants se sont rassemblés en silence pour rendre hommage aux victimes de la tuerie qui a endeuillé cette ville minière de Colombie-Britannique. Fleurs, peluches et messages ont été déposés autour d'un arbre devenu lieu de recueillement. Je n'arrive toujours pas à croire que cela ait pu se produire ici, confie un employé dans une mine locale. Tout le monde connaît une victime. Il faudra être là pour les familles, ajoute Kevin Matthews, mineur à la retraite. Mardi après-midi, une jeune habitante de la ville âgée de 18 ans a ouvert le feu dans le collège-lycée de Tumbler Ridge, tuant 5 élèves âgés de 12 et 13 ans et une éducatrice. Elle a ensuite abattu sa mère et son frère dans une résidence avant de se donner la mort. Selon la police, l'assaillante était connue de services pour des problèmes de santé mentale. Nous cherchons à comprendre son parcours et ce qui a pu mener à un tel acte, a déclaré la Gendarmerie royale du Canada. Très ému, le maire Daryl Krakoka a appelé la population à la solidarité. Écoutez ceux qui ont besoin de parler, soutenez-vous, prenez-vous dans les bras. C'est ainsi que nous traversons cette épreuve. En conférence de presse, le Premier ministre de la Colombie-Britannique, David Abbey, a évoqué une tragédie inimaginable et assure que toutes les ressources seraient mobilisées pour accompagner les victimes et leurs proches. Dans cette ville isolée de 2300 habitants, les écoles resteront fermées jusqu'à la fin de la semaine. Un pays tout entier, peu habitué à ce type de violence, tente désormais de comprendre et de se relever. La Cour d'appel de Paris a fixé le 7 juillet comme date de sa décision dans le procès des assistantes parlementaires du Rassemblement national. Une échéance cruciale pour Marine Le Pen, déjà condamnée en première instance et dont l'avenir politique, à 1 an de la présidentielle, reste suspendu à ce verdict. Le compte à rebours est lancé pour Marine Le Pen. La Cour d'appel de Paris rendra sa décision le 7 juillet dans le dossier des assistants parlementaires du Rassemblement national, près de 5 mois après la fin des débats. Un calendrier lourd d'enjeux. En première instance, la chef de file de l'extrême droite avait été condamnée à 2 ans de prison avec bracelet électronique et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, une peine qui, à ce stade, l'empêche de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Marine Le Pen affirme qu'elle annoncera sa décision politique dès le verdict, sans attendre un éventuel pourvoi en cassation. À la sortie de l'audience, elle s'est dite sereine, saluant le travail de ses avocats et comprenant le temps pris par la Cour. La défense, elle, conteste l'existence d'un système de détournement de fonds européens et affirme l'absence d'intentions frauduleuses. Elle plaide, à défaut de relax, pour une peine non disqualifiante, en invoquant des précédents judiciaires concernant d'autres responsables politiques. Mais les réquisitions du parquet restent sévères. 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, une lourde amende et surtout 5 ans d'inéligibilité. Au cœur du dossier, l'accusation d'avoir utilisé des fonds du Parlement européen pour rémunérer des assistants travaillant en réalité pour le parti. À l'approche de 2027, une question domine désormais. Le 7 juillet marquera-t-il un nouveau départ ou la fin d'une ambition présidentielle de longue date ? Le Bangladesh a voté pour choisir ses députés et tourner la page des 15 ans du règne de fer de l'ex-première ministre Sheikha Hasina, emportée en 2024 par une insurrection meurtrière menée par les jeunes de la génération Z. Mais l'inquiétude reste vive chez les minorités religieuses. Hindous, bouddhistes et chrétiens redoutent de nouvelles violences dans un pays encore marqué par des tensions communautaires et des souvenirs douloureux des précédents scrutins.
Dans l'ouest du pays, la peur se mêle à l'espoir d'un vote pacifique. Dans le village d'Abhainagar, à l'ouest du Bangladesh, Suchitra Biswas attend le scrutin avec appréhension. À 90 ans, cette femme hindoue a déjà tout perdu à 2 reprises lors de violences communautaires. « Je prie pour que la paix l'emporte », dit-elle. En 1971, puis lors des élections de 2014, elle a dû fuir pour sauver sa vie. Les Bangladais élisent un nouveau parlement dans un climat tendu. Les pays, majoritairement musulmans, comptent environ 13 millions d'hindous, souvent pris pour cible lors des périodes électorales. Un an après les émeutes meurtrières ayant entraîné la chute de l'ex-première ministre Sheikh Hasina, les incidents visant les minorités se multiplient. Meurtres, incendies, extorsions, plus de 500 cas ont été recensés en 2025. Les principaux partis, favoris du scrutin, promettent aujourd'hui de protéger les minorités. Mais sur le terrain, la méfiance domine. Les minorités ont toujours été utilisées comme des pions, confie Shekhar Kumar Barman, habitant du village. Pour séduire l'électorat, certains partis ont investi des candidats issus des minorités, une stratégie que les observateurs jugent avant tout électorale. Résultat, beaucoup hésitent à se rendre aux urnes. Des ONG alertent sur plusieurs districts jugés à haut risque. À Abhainagar, certains comptent davantage sur la solidarité locale que les autorités. En 2014, ce sont nos voisins musulmans qui nous ont protégés, raconte un commerçant. Une seule attente domine, pouvoir voter sans peur. Au Bangladesh, les électeurs ne se contentent pas de choisir leurs députés. En parallèle des élections législatives, un référendum décisif est organisé pour approuver ou non un vaste paquet de réformes institutionnelles. Un scrutin inédit, censé tourner la page de l'ère autoritaire et refonder durablement la démocratie du pays. 3 jours de tension, puis un accord. À Rosario, la 3e ville d'Argentine, la mobilisation spectaculaire de policiers, sirènes hurlantes et véhicules à l'arrêt, a pris fin après l'annonce de concessions salariales du gouverneur provincial sur fond de malaise social et de détresse psychologique au sein des forces de l'ordre. Sirènes hurlantes, pneus brûlés, voitures de police immobilisées. Depuis 3 jours, Rosario vivait au rythme d'une protestation inédite de ses policiers dans une ville où la sécurité est une question ultra sensible, marquée par le narcotrafic et un taux d'homicide parmi les plus élevés du pays. Devant le siège de la police provinciale, une centaine d'agents actifs et retraités dénonçaient des salaires jugés insuffisants et un profond mal-être psychologique ravivé par plusieurs suicides récents au sein de la profession. La tension est montée d'un cran dans la nuit de lundi avec des affrontements entre policiers, manifestants et forces restées en service. Mais après de longues négociations, le mouvement a été levé. En conférence de presse, le gouverneur de la province de Santa Fe, Maximiliano Pularo, a annoncé des hausses de salaire immédiates. Aucun policier ni agent pénitentiaire ne percevra un salaire inférieur à 1 350 000 pesos, a-t-il assuré, promettant également la réintégration de policiers récemment suspendus. Dans la foulée, les véhicules ont quitté les lieux sous les applaudissements. On est plus que content, c'est émouvant, on a lutté pour ça et maintenant on retourne protéger la ville, confie Germán Carvalho, officier retraité. Au-delà des salaires, les policiers réclament aussi un meilleur suivi psychologique et des conditions de travail plus humaines. Car à Rosario, si la violence recule depuis 2 ans, la pression sur ceux qui assurent la sécurité reste, elle, bien réelle. Un été gravé dans la mémoire collective. À Nice, le Musée national du sport invite le public à revivre l'émotion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 à travers une exposition immersive mêlant objets iconiques, images et musique. Un hommage vibrant à cette parenthèse enchantée qui a marqué la France et le monde. La musique de la cérémonie d'ouverture résonne dès l'entrée. Des images défilent, la pluie tombe sur les écrans et soudain, les souvenirs remontent. À Nice, le Musée national du sport propose une immersion totale dans l'univers des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Installé depuis 2014 au cœur du stade Allianz Riviera, le musée a conçu cette exposition comme un voyage émotionnel. L'idée était de préserver un patrimoine, mais aussi de faire revivre ce que les Français ont ressenti durant l'été 2024, explique sa directrice Marie Grasse. Baptisée un été 2024, l'exposition rassemble plus de 150 objets, vidéos et bandes sonores.
Cérémonie d'ouverture, équipements sportifs, extraits musicaux, chaque pièce ravive un souvenir fort de cet été hors norme. Dans la première salle, le parcours de la flamme olympique s'impose comme un fil conducteur. La robe d'Aya Nakamura, une Marie-Antoinette de la cérémonie, ou encore Philippe Catherine en Bacchus bleu, rappellent l'audace et la créativité de l'événement. Un peu plus loin, place aux exploits sportifs. Un ballon de la finale de rugby à 7, les maillots des frères Lebrun, la planche de surf de Kaya Louvaast, chaque objet raconte une victoire, un moment de grâce. L'exposition s'ouvre aussi sur le monde, avec des figures majeures comme Novak Djokovic, Simone Biles ou encore Mondo Duplantis. Point d'orgue du parcours, un jeu complet de médailles olympiques et paralympiques, accompagné des plus belles images des Jeux sur fond de l'hymne à l'amour interprété par Céline Dion. Une exposition pensée comme un héritage à découvrir jusqu'aux Jeux de 2030. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente soirée et à très bientôt.